On se retrouve en ce mois de décembre 2025 pour faire un point et une projection sur les tendances sur l'immobilier en 2026. Comment vont évoluer les taux? On a vu dans la précédente vidéo qu'on a vu une petite augmentation des taux encore ces dernières semaines. Est-ce qu'ils vont continuer à augmenter? Est-ce qu'on peut espérer une baisse? Est-ce qu'on va vers une stabilité? Quels sont les scénarios les plus probables pour les taux? Et en fonction de cela, comment vont évoluer les prix de l'immobilier? On va voir les derniers chiffres tout récents de l'INSEE sur l'évolution des prix des appartements et des maisons sur le marché de l'ancien en France. Et on va pouvoir faire des projections également en fonction des prévisions sur les taux, qui vont avoir un grand impact sur la poursuite de la dynamique au niveau des prix. Enfin, on fera également un point sur les changements importants à prévoir et à anticiper pour tout projet immobilier en 2026. Et ne manquez surtout pas la fin de la vidéo où je vous parle d'un petit cadeau pour cette fin d'année. Allez, je vous partage mon écran et on en reparle avec quelques images. Hop. Donc, nous sommes le 8 décembre 2025 et comme chaque année sur Immobilier Danger, je vous présente un petit bilan de l'année 2025 sur ce qui s'est passé sur le marché immobilier, assez rapide. Nous verrons par la suite comment aller beaucoup plus loin. Et on va en profiter pour faire une projection un petit peu sur quelles sont les tendances qui se dégagent pour le début d'année 2026 ou pour l'ensemble de l'année 2026, si on peut espérer voir aussi loin. Tout d'abord, l'Observatoire Crédit Logement CSA a publié ces nouvelles données sur les taux de crédit immobilier au mois de novembre 2025 ce vendredi. Donc les chiffres sont tout frais. Premier enseignement, après des hausses de taux qui sont passées de 3,08 sur les prêts du mois d'août, ils sont passés à 3,12 sur les prêts du mois de septembre, puis à 3,14% sur ceux du mois d'octobre. En novembre, surprise, on assiste à une petite baisse de 2 points de base. Donc finalement, entre 3,08 au mois d'août et 3,12 au mois de novembre, à la hausse, elle est assez minime de manière globale. C'est un peu le cas sur toutes les durées, que ça soit sur 15 ans, sur 20 ans ou 25 ans. Donc pour l'instant, malgré les fortes tensions sur les taux obligataires, on en reparle après, il n'y a pas de véritable hausse des taux. Ça a augmenté très légèrement. Ça reste quantité négligeable et ça n'empêche pas de faire votre projet d'achat immobilier. Donc, comme on peut le voir sur ce graphique, ça a remonté un petit peu. Donc, première, premier constat depuis le printemps, les taux ont arrêté de baisser. Ça, malheureusement, pour le moment, il n'y a pas de signes qui vont montrer que la baisse peut repartir. Mais on craignait fortement une hausse des taux. Déjà, il y a la BCE qui a arrêté de baisser ses taux de crédit immobilier ses taux de directeurs depuis le mois de juin. On a eu une dernière baisse. À partir de la décision de politique monétaire de fin juillet, ils ont décidé de stabiliser, d'arrêter la baisse des taux. Et ça, on va avoir une prochaine réunion le 18 décembre. Et le scénario le plus probable est aussi une stabilité. Et pareil pour début 2026. En Europe, le taux d'inflation reste de 2,4% sur l'ensemble de la zone euro. Il reste au-dessus de l'objectif qui est d'atteindre les 2%, voire un peu moins, en Europe. Donc, comme on vient de le voir, au niveau de la BCE, il ne faut pas attendre de grandes chances. Maintenant, que se passe-t-il sur l'OAT? Dans la dernière vidéo que vous pouvez regarder après celle-ci, sur les taux de crédit immobilier au mois de décembre 2025, on a pu voir que les tensions sur l'OAT s'étaient un petit peu calmées sur le mois de novembre. Il n'y avait pas eu d'emballement à ce niveau-là. Depuis quelques jours, les tensions, elles se ravivent un petit peu. On peut voir sur ce graphique que je viens juste de mettre à jour avant de faire cette vidéo, que le taux de l'OAT 10 ans est remonté à 3,56%. Ce qui est assez élevé. On voit qu'on est sur presque les plus hauts depuis le début de l'année, qu'on avait observé au mois de septembre-octobre. Donc attention, on arrive en fin d'année. Pour l'instant, les banques n'ont pas trop augmenté les taux, mais il y a un moment où elles vont être obligées de se montrer un peu plus prudentes si les taux obligataires continuent
de rester élevés, voire s'ils augmentent encore un peu plus. Dans ce contexte, voilà, les banques, elles vont vouloir commencer l'année. Là, dès le mois de décembre, les projets qu'elles sont en train de monter, ils vont être, délivrés avec des offres de prêt qui vont être signées pour le début de l'année 2026, donc ça va compter dans leurs objectifs de production de 2026. Donc pour le moment, elles font des efforts parce qu'elles ont envie de bien démarrer cette nouvelle année et elles ont besoin d'avoir un suffisamment de projets immobiliers qui rentrent. Mais jusque quand vont-elles pouvoir baisser leurs marges et maintenir des conditions aussi favorables? Bonne question. Faut regarder, on a pu voir, que ça soit l'Observatoire Crédit Logement CSA, que ça soit les prévisionnistes des grandes banques comme le Crédit Agricole, comme le groupe, BPCE, tous sont à peu près unanimes. On se dirige vers une année 2026 avec le taux immobilier moyen un peu supérieur à celui de 2025. On va dire de l'ordre de 10 à 20 points de base. Donc pas de crainte pour le moment, en tout cas, sauf grosse nouveauté importante et grosse crise, on s'attend pas à revoir des taux à plus de 4 comme fin 2023. Heureusement, sinon le marché aurait été catastrophique. Maintenant, faut pas s'attendre à de nouvelles baisses de taux en 2026. En tout cas, sur les premiers mois de l'année, on s'attend plutôt à une petite augmentation. On a vu tout à l'heure qu'on avait un taux moyen de 3,12, 3,14, voilà, depuis 2-3 mois. On va bien s'attendre à des taux à plutôt autour de 3,25, 3,30 en moyenne dans les mois à venir. Donc, pour ceux qui ont un projet immobilier, c'est peut-être le moment de bloquer un crédit immobilier à un taux qui est encore suffisamment bas avant cette petite remontée. Ensuite, au niveau des prix, voilà. Donc les taux, c'est bien, c'est une des clés qui va permettre, en fonction de son apport et de combien on va pouvoir emprunter en fonction de ses revenus, de déterminer le budget d'un acheteur. Maintenant, les prix. Les prix, ils varient pas qu'en fonction de ce que peuvent payer les acheteurs, ils varient aussi en fonction de ce que les vendeurs sont prêts à proposer sur le marché, en fonction de beaucoup de vendeurs d'immobilier sont aussi acheteurs d'un autre logement. Souvent, quand on vend sa résidence principale, c'est pour en acheter une autre. Donc, nous allons voir comment tout cela, ça peut impacter. Donc, sur la fin du mois de novembre, on a l'INSEE qui a publié les évolutions de l'indice notaire INSEE sur les prix de l'immobilier ancien au troisième trimestre 2025. Qu'est-ce qu'on y apprend? On peut voir que sur les données de variation en 3 mois, on est à zéro. Une stabilité totale sur l'ensemble du marché. Si on regarde un peu plus dans le détail, autant sur les 2 premiers trimestres de l'année, on avait des évolutions similaires au niveau des appartements et des maisons. Là, en revanche, on a les prix des appartements qui augmentent un petit peu, plus 0,5, et ceux des maisons qui baissent dans à peu près les mêmes proportions, moins 0,4. Bon, les variations sur 3 mois, c'est toujours, très aléatoire. En immobilier, voilà, c'est plein d'ensembles de marchés, hétérogènes, avec plein de données différentes. D'un trimestre à l'autre, ça a pas beaucoup de sens. Par contre, une évolution sur 12 mois, c'est un peu plus significatif. Qu'est-ce qu'on peut voir? Sur les 12 derniers mois, au troisième trimestre 2025, on est à plus 0,7. C'est-à-dire que les prix, certes, ils augmentent encore un petit peu, mais ils augmentent moins que l'inflation. Attention, ça signifie quoi? Si on a une inflation à 1 et des prix de l'immobilier qui augmentent de 0,7, ça veut dire que l'immobilier perd encore de la valeur. On est toujours dans une phase de correction du marché par rapport à la spéculation qu'il y a eu en 2020, 2021, à l'après-Covid, et avec des taux à 1. Depuis la remontée des taux au-dessus de 3, on a les prix qui sont obligés de corriger. Les vendeurs ne peuvent plus vendre au même prix qu'à l'époque où les taux étaient hyper bas. Aujourd'hui, on est revenu sur des taux de crédit immobilier un peu plus normaux et le marché est en train de se normaliser. Donc ça se manifeste comment? Ça se manifeste par il y a eu d'abord une chute du pouvoir d'achat immobilier des ménages et les vendeurs contraints, ceux qui ont été obligés de finalement vendre, ont dû se résoudre à vendre moins cher que parfois ce qu'ils avaient acheté ou ce que le bien valait, quelques années auparavant. On peut voir
notamment sur ce graphique, que les prix des appartements, c'est ceux qui avaient baissé le plus à la fin de l'année 2023. Il y avait un décrochage par rapport au prix des maisons et du coup là, on y progresse un peu plus vite. Une sorte de rattrapage. On va dire que sur les maisons, les fluctuations ont été moins impactantes, que ça soit dans un sens ou dans l'autre. Attention, l'immobilier, ça reste une, une évaluation très spécifique en fonction de votre secteur géographique, en fonction du type de bien, en fonction des caractéristiques de ce bien. Là, on parle d'une évolution globale. Ça ne veut pas dire que tous les prix ont fluctué de la même manière. Il y a des endroits où les prix ont continué à augmenter, plus ou moins fortement. Il y en a où les prix baissent encore fortement. Pour ça, je vous invite, pour avoir des estimations beaucoup plus personnalisées et beaucoup plus fiables sur une grille de prix dans votre secteur pour chaque type de bien, à faire une estimation en ligne sur notre site. Est-ce qu'on peut en conclure? On a vu que les taux risquaient d'augmenter un tout petit peu. On a vu qu'au niveau on peut regarder aussi les chiffres du chômage qui commencent à augmenter, depuis quelques trimestres. On voit que voilà, au niveau tension, au niveau économique et politique, on est dans une période assez trouble, avec le déficit de la France qui fait que de se creuser et on ne sait pas qui va devoir payer pour éponger un peu toutes ces dettes qu'on a en trop. Donc, l'immobilier, il ne faut pas s'attendre à un boom des prix de l'immobilier en 2026. Aujourd'hui, ce qu'on peut se projeter, c'est qu'il y a une forte chance que ça soit encore des prix stables. Pour moi, je pense même qu'on va avoir des prix un peu en très légère augmentation ou en très légère baisse, mais ça sera de toute manière encore inférieur à l'inflation de 2026. Donc, pour en fonction de votre projet, en fonction de si vous avez des biens à vendre ou des biens à acheter, ça n'aura pas la même conséquence pour vous. On va rentrer dans une période où si les taux augmentent encore un petit peu, que le nombre de transactions, il n'augmente pas tant que ça. On reste dans un marché où les acheteurs ont encore beaucoup la main pour négocier, bien plus qu'il y a quelques années. Enfin, le gouvernement est en train de négocier, de discuter, d'échanger sur le projet de loi de finances 2026. Pas de gros bouleversements à attendre dans l'immobilier. Qu'est-ce qu'on peut voir? J'ai noté différents points qui peuvent impacter le marché, ça sera toujours à la marge. Le prêt à taux zéro, il a été élargi au printemps 2025, avec notamment le retour des maisons individuelles, ce qui a fait du bien, ce qui a permis de relancer ce secteur. Et on a aussi également les logements neufs sur tout le territoire qui peuvent bénéficier du prêt à taux zéro, ce qui n'était plus le cas encore sur 2024. Donc ça va permettre d'avoir une aide financière quand les taux sont à 3% et que vous pouvez emprunter ne serait-ce que la moitié de votre projet à 0%, ça fait une sacrée différence sur le coût total de votre financement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, ces conditions vont rester similaires en 2026 à celles qu'on connaît aujourd'hui sur la fin de l'année 2025. Ensuite, le gouvernement essaye de mettre en place un statut de bailleur privé, avec un avantage qui est de dire vous allez pouvoir, hem, vous allez pouvoir déduire une partie du prix d'achat de votre bien, de vos loyers. Vous allez les déduire pendant quelques années des revenus locatifs que vous allez déclarer aux impôts. En contrepartie, ça se fait pas sans contrepartie, vous allez devoir accepter des loyers plus bas que le moyen que vous aurez pu espérer dans un marché libre. C'est-à-dire qu'il y a des plafonds qu'il va falloir ne pas dépasser. Donc, comme pour tout projet d'investissement locatif, il va être intéressant d'aller jouer un petit peu avec les règles et d'aller voir ce qui est préférable pour vous. Est-ce qu'il vaut mieux louer un peu plus cher et ne pas avoir ce statut de bailleur privé, ne pas pouvoir amortir le prix du bien dans vos impôts? Ou est-ce qu'il est plus intéressant pour vous d'avoir cette, déductibilité d'une part du prix du bien pour pouvoir, heu,
pour pouvoir, justement, avoir une rentabilité plus importante. Aujourd'hui, les chiffres sont pas encore totalement ficelés. Avec les conditions qui sont proposées actuellement, on a, par exemple, la Fédération des promoteurs immobiliers qui a tiré la sonnette d'alarme, qui a fait des simulations et qui s'est rendu compte qu'aujourd'hui, certains projets sont plus rentables sans le statut de bailleur privé qu'avec. On est censé être sur un dispositif qui va être encore complexe à mettre en place, qui va prendre du temps pour s'installer, pour se faire connaître, et s'il n'est pas si avantageux que ça va pas changer grand-chose sur la production de logements neufs. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'a priori, le gouvernement n'est pas du tout prêt à faire en sorte que ce statut de bailleur privé soit généralisé au marché de l'ancien. C'est une chose qui était envisagée au début d'année et qui a été complètement revue avec, les différentes refontes du gouvernement de ces derniers mois. Autre élément qui est en train de se discuter dans les jours qui viennent là, c'est en train d'être voté, la hausse de la CSG sur les revenus du patrimoine. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que dès que vous allez avoir n'importe quelle, rentrée d'argent issue de votre patrimoine, que ça soit de l'immobilier ou des actifs boursiers, d'une assurance vie, et cetera, délivrés, fiscalisés tout simplement, vous allez devoir payer plus d'impôts dessus. Aujourd'hui, les prélèvements sociaux, la CSG, elle était à 9,2, elle est en train d'être votée à 10,6. Ça signifie quoi? Ça signifie que le prélèvement forfaitaire unitaire à 30 va passer à 31,4. Ça veut dire aussi, pour les propriétaires investisseurs qui louent leurs biens sur le marché locatif, ça veut dire qu'ils vont être encore plus imposés, ils vont devoir payer des prélèvements sociaux sur leur loyer, en plus des impôts sur le revenu. Si je prends le cas classique des ménages qui ont suffisamment de revenus pour y avoir acheté leur résidence principale et faire de l'investissement locatif, on arrive assez souvent à la tranche marginale d'imposition de 30. Au lieu de payer 30 plus 17,2 sur les loyers, vous allez payer 30 plus 18,6. On arrive à 48,6. Quasiment la moitié des loyers vont partir en impôts et en prélèvements sociaux. Donc là-dessus, plus que jamais, il est indispensable de chercher à optimiser au maximum la fiscalité de votre investissement locatif. Pour ça, vous avez toutes les informations nécessaires sur Immobilier d'Angers. Enfin, une petite chose aussi qui va permettre de faire revenir des logements sur le marché locatif, c'est les modifications de calcul du DPE. Jusqu'à présent, dès qu'il y avait un bien qui était chauffé à l'électricité, il avait un coefficient qui était défavorable par rapport à d'autres, sources énergétiques. Tout ça pourquoi? Parce qu'on estimait que l'électricité, c'était plus polluant que, le gaz ou que d'autres ressources. Les choses sont en train d'évoluer. On se rend compte qu'en France, la grosse majorité de l'électricité, elle est fournie par le nucléaire, qui est aujourd'hui considéré comme une énergie propre. Du coup, on arrive à à faire que certains biens ne vont plus être des passoires énergétiques, tout simplement parce qu'au 1er janvier, le mécanisme de calcul du DPE va moins pénaliser les logements au chauffage électrique et du coup, dans les calculs, ça va permettre à certains biens de gagner une classe ou 2. Du coup, par exemple, si vous avez un DPE G qui est à la limite du G qui va passer en F, voire en E, ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre notamment, à tous ceux qui ont ce type de biens, qui vont plus être en classe G ou en classe F, ça va permettre de les remettre sur le marché locatif. Donc pour ça, sans investir dans la rénovation énergétique, ça va permettre à certains de pouvoir relouer leurs biens jusqu'en 2028 où il va y avoir encore un durcissement de cette interdiction de le louer des passoires thermiques. Enfin, pour l'instant, le projet de loi de finances n'est pas encore validé, n'est pas encore, décidé exactement les conditions, que ça soit sur le statut de bailleur privé ou autre. Nous ne manquerons pas de refaire un point sur les actualités du mois de janvier avec les différentes choses. Pour ne pas louper tout ça, pensez à vous abonner et à nous suivre, que ça soit sur, le site immobilierdanger.com, sur les différents réseaux sociaux ou sur la chaîne YouTube. Et si vous voulez en savoir encore plus et être conseillé avec
de multiples informations et conseils pour votre achat immobilier en 2026, je vous propose de télécharger gratuitement notre nouveau guide de l'achat immobilier en 2026. Pour ça, il vous suffit de vous inscrire à la newsletter du site. Pas de panique, j'envoie très peu de mails. C'est toujours des mails, avec les derniers contenus ou les dernières informations importantes sur le marché immobilier. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Dès que vous avez fini votre projet ou dès que vous êtes plus intéressé, vous pouvez à tout moment, sur un simple clic, vous désinscrire. Donc, je vous laisse, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous inscrire. Sinon les autres, vous avez reçu ce jour le guide de l'achat immobilier en 2026 où c'est en train d'être envoyé. Si ce type de contenu vous plaît, je vous invite à me soutenir en mettant un like, en commentant la vidéo ou en vous abonnant à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour un dernier point sur les actualités au mois de décembre, avant de basculer en 2026. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.